Hi everyone, and welcome back. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Anatole Lieven, ancien professeur à l'Université de Georgetown et actuellement directeur du programme Eurasie à l'Institut Quincy pour une diplomatie responsable. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Welcome back to the program. Ravi d'être de retour. You recently co-authored this paper with the title. Vous avez récemment coécrit un article intitulé « Restaurer l'exceptionnalisme arctique » et je mettrai un lien dans la description. J'imagine que l'argument principal est que l'Arctique risque de devenir un champ de bataille géopolitique majeur pour les grandes puissances. C'est une évolution récente. Étant donné que l'Arctique a traditionnellement été largement épargné par la géopolitique et a plutôt servi de terrain de coopération et de renforcement de la confiance, qu'est-ce qui rendait l'Arctique exceptionnel à cet égard? Et qu'est-ce qui a réellement changé? Exceptional in this way, and what is it that has actually changed? Eh bien, pendant la guerre froide, l'Arctique, bien sûr, n'était pas exceptionnel, car, comme c'est à nouveau le cas aujourd'hui, d'énormes forces nucléaires étaient dirigées l'une contre l'autre à travers l'Arctique. Il y avait des missiles basés à terre et, bien sûr, des sous-marins nucléaires. Tout un genre de roman à suspense portait sur la rivalité entre bases et sous-marins dans l'Arctique. Après la guerre froide, il y a eu une période, malheureusement brève d'un point de vue historique, où, oui, il y a eu cette exception arctique. Cela était dû à la fois à la réduction des tensions après la guerre froide, mais aussi à ce qui alimente aujourd'hui la nouvelle compétition dans la région, à savoir le changement climatique, qui fait fondre la glace arctique. Which is climate change, which is melting the Arctic ice and therefore allowing ships. Et donc, cela permet aux navires, qu'ils soient commerciaux ou militaires, de naviguer beaucoup plus librement, du moins en périphérie de l'océan Arctique. Mais ce que je trouve absolument fou dans tout cela, c'est que d'abord, comme je l'ai dit, cette compétition n'est pas nouvelle. Elle existait déjà pendant la guerre froide. Elle n'a pas fondamentalement changé, car cela n'a vraiment aucune importance pour la sécurité de l'un ou l'autre camp. Si davantage de navires russes et chinois ou américains et canadiens peuvent traverser certaines parties de l'Arctique, cela ne signifie pas que la Russie va envahir l'île de Baffin ou l'Alaska. Cela ne veut pas dire que l'Amérique va envahir le nord de la Sibérie. Vous savez, cela reste même pas exactement une compétition maritime parce que, oui, les navires vont et viennent. Yeah, so the ships sail to and fro. Now, it's true, of course, that there is Il est vrai, bien sûr, qu'il existe une concurrence pour l'accès aux ressources sous-marines, même si, Dieu merci, cela n'a pas encore réellement commencé. Je veux dire, on espérait évidemment que, comme l'Antarctique, l'Arctique puisse être déclarée zone interdite aux forages sous-marins, mais c'était sans doute un espoir mince, et Trump l'a désormais complètement anéanti. Mais pour moi, ce qui est absolument insensé, et j'emploie ce mot à dessein, je pense que c'est ainsi que nos descendants dans 100 ans nous verront. C'est que toute cette question, ou non-question, a été créée par le changement climatique qui fait fondre la glace. Or, nombre d'analystes occidentaux en sécurité, qui s'efforcent désespérément de dramatiser cette nouvelle compétition stratégique dans l'Arctique, sont soit des négationnistes du changement climatique, soit totalement indifférents à ses effets plus larges. Ils n'en parlent jamais. Totally indifferent to its wider effects. They never write about it. But actually, Mais en réalité, il suffit d'un regard rapide, même superficiel, sur cette question pour comprendre, pour voir que les menaces, non seulement pour le monde et l'humanité en général, mais aussi pour nos propres pays, liées au changement climatique dans l'Arctique, sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à toute menace provenant de la Russie ou de la Chine dans cette région. Cela s'explique par le fait que l'Arctique se réchauffe plus de 3 fois plus vite que le reste de la planète. Et l'Arctique abrite 3 des 4 soi-disant points de bascule ou enjeux qui pourraient transformer le changement climatique d'un processus progressif
en un processus incontrôlable, en déclenchant des boucles de rétroaction qui rendraient le changement climatique essentiellement incontrôlable et feraient passer 2 degrés à 3 degrés, 3 degrés à 4 degrés, jusqu'à ce que la civilisation moderne, voire potentiellement l'existence même de l'espèce humaine, soit menacée. Et ces 3 problèmes sont les suivants. La fonte de la glace arctique et de la calotte glaciaire du Groenland, qui entraîne une élévation radicale du niveau de la mer. La fonte de la calotte glaciaire, qui réduit la capacité de réflexion des rayons du soleil vers l'espace. Et la fonte du pergélisol arctique, qui provoque d'énormes émissions de méthane, lequel, bien qu'il ne reste pas aussi longtemps dans l'atmosphère, a à court terme un effet de gaz à effet de serre presque 40 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Le 4e problème, qui ne se situe pas directement dans l'Arctique, même s'il sera fortement influencé par les régimes météorologiques issus de l'Arctique, c'est la forêt amazonienne. Mais évidemment, nous n'allons pas aborder ce sujet. Mais ce que je veux dire, c'est, prenons la Grande-Bretagne, mon pays. Take Britain, my country. The last British National Security Strategy barely talks about climate. La dernière stratégie britannique de sécurité nationale évoque à peine le changement climatique. Il n'y est mentionné qu'en petites notes de bas de page. En revanche, elle s'étend longuement sur la menace que représentent la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, bien qu'Israël n'y soit jamais cité, notamment pas une seule fois, dans ce contexte. Mais rien n'est certain dans aucune de ces prévisions. Cependant, il existe une possibilité non négligeable que la fonte de la glace en Arctique entraîne un effondrement de ce qu'on appelle l'AMOC, le principal processus de circulation à l'origine du Gulf Stream. Si cela devait arriver, le climat de la Grande-Bretagne et de l'Europe de l'Ouest passerait de son niveau tempéré actuel à celui de Terre-Neuve. Newfoundland, northern Canada. Y a-t-il quelque chose que la Russie souhaite faire ou pourrait faire, en dehors d'une guerre nucléaire contre la Grande-Bretagne, qui aurait des effets ne serait-ce qu'approchants de ceux-ci? Et pourtant, l'établissement britannique considère cela comme une question secondaire mineure, tout en parlant longuement dans cette nouvelle stratégie de sécurité nationale de la menace sécuritaire dans le Grand Nord. J'ai l'impression qu'à cause d'un mélange de... Eh bien, évidemment l'histoire. Vous savez, une très longue histoire de questions de sécurité considérées comme des questions militaires strictes, d'intérêt et de préjugés institutionnels profonds, et d'une pure lâcheté morale. Nous passons complètement à côté de l'enjeu de l'Arctique, à un point tel que nos descendants ne nous le pardonneront jamais. Si nous l'avons encore. Eh bien, il semble aussi que par le passé, les activités dans l'Arctique étaient par nature largement un jeu à somme positive. C'est-à-dire qu'il s'agissait de traiter des questions climatiques et environnementales, de recherche et de sauvetage, de travaux scientifiques. Tout cela était axé sur le bénéfice mutuel. Mais avec ce corridor arctique, vous savez, sous quel pavillon le navire doit-il naviguer? Quels corridors maritimes seront sous le contrôle de qui? Et bien sûr, je pense, comme vous le dites très justement, qu'avec l'énorme quantité de ressources énergétiques désormais disponibles à l'extraction, il y a soudain tous ces intérêts à somme nulle. Mais évidemment, la guerre en Ukraine n'a rien arrangé. Of course, the war in Ukraine has not helped at all. In the Arctic Council, we can't even sit down. Au sein du Conseil de l'Arctique, nous ne pouvons même plus nous asseoir et discuter ensemble. Je sais qu'il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur l'Arctique et qui considèrent cela comme un énorme problème. Mais une grande partie de cela a commencé avant la guerre en Ukraine, même si cela s'est intensifié un peu sous la présidence de Trump. J'entends souvent parler du discours de Mike Pompeo au Conseil de l'Arctique, je crois que c'était en 2019, car il a essentiellement introduit la géopolitique dans ce contexte. Et il a tenu des propos que l'on n'avait pas vraiment entendus auparavant au sein du Conseil de l'Arctique, à propos de la nécessité de contrer la Chine et la Russie.
Est-ce que vous situez également l'origine de ce phénomène à la même période? Do you trace it back to the same period as well? In part, but I have to say that this attitude En partie, mais je dois dire que cette attitude prévaut dans l'ensemble de l'establishment américain, de la politique étrangère et de la sécurité, et en fait dans les établissements européens de sécurité également. Comme je l'ai dit, cela est étrangement lié, surtout, évidemment, dans le cas des républicains en Amérique, au déni du changement climatique. Ainsi, d'un côté, le changement climatique ouvre l'Arctique à cette compétition, mais de l'autre, le changement climatique n'existe pas. Je veux dire, comment une personne saine d'esprit peut-elle garder ces deux idées en tête en même temps? Cela me dépasse. C'est un commentaire sur le genre de personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, ce qui est profondément déprimant. Mais à cela, c'est bien sûr ajouter cet hystérique moralisme européen. Vous savez, si quelqu'un dans le monde fait quelque chose qui ne nous plaît pas, vous savez, nous avons de bonnes raisons, Dieu sait, de ne pas apprécier l'invasion russe de l'Ukraine. Mais cela signifie-t-il qu'ils sont tellement maléfiques que nous ne leur parlerons plus de rien, que nous allons les couper complètement? Et d'une certaine manière, cela est à la fois considéré comme une politique sensée et comme une politique qui impressionnera le reste du monde. Eh bien, cela n'impressionne pas le reste du monde, parce que le reste du monde sait parfaitement que vous pourriez retourner la situation, ou du moins vous auriez pu le faire par le passé, et appliquer les mêmes critères à de nombreux comportements occidentaux, et à des comportements américains et britanniques très récents d'ailleurs. Et si vous adoptez cet état d'esprit, selon lequel un désaccord sur un point, même un désaccord très profond, eh bien, tôt ou tard, la conduite raisonnable des affaires internationales s'effondrera complètement. Ou bien c'est l'Occident qui se retrouvera isolé, car tout le discours des Européens et des Américains sous Biden à propos de toutes ces mesures contre la Russie et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est que cela a conduit à l'isolement de la Russie. La Russie doit être isolée. Or, bien sûr, si l'on regarde autour du monde, la Russie n'est pas isolée. La grande majorité des pays ont rejeté les tentatives occidentales d'isoler la Russie. Et en effet, je veux dire, bien sûr, cela est aussi désormais largement alimenté par l'extrême brutalité et grossièreté de Trump et la servilité européenne face à cela. Il semble bien plus que ce soit l'Occident qui est en train de s'isoler, dans la mesure où l'Occident existe encore. Eh bien, il semble qu'aujourd'hui, la rivalité géopolitique la plus large oppose les États-Unis et leurs alliés, visant apparemment, du moins en partie, à restaurer une certaine unipolarité. Et de l'autre côté, ce grand mouvement des géants eurasiens qui continue de plaider pour la multipolarité. J'aborde ce sujet parce que la Chine entre elle aussi dans ce que j'appelle la course à l'Arctique, ou du moins la géopolitique de l'Arctique. Je crois d'ailleurs que la Chine se qualifie elle-même d'État proche de l'Arctique. Certains considèrent que c'est une interprétation très créative de la géographie. D'autres évoquent les systèmes fluviaux. Mais, indépendamment de cela, pourquoi est-il important que Pékin joue désormais un rôle croissant dans l'Arctique? Eh bien, je veux dire, quand il s'agit de la Chine qui prétend être une puissance arctique, alors qu'en réalité elle ne l'est pas, regardez les États-Unis. Les États-Unis prétendent être et sont à bien des égards une puissance du Moyen-Orient. L'Amérique se trouve à quoi? 6 000 ou 8 000 kilomètres du Moyen-Orient. Elle est clairement déterminée, comme on le voit, à rester une puissance en Amérique latine. Encore une fois, les États-Unis ne vivent pas en Amérique latine, et ainsi de suite. La Chine, en tant qu'énorme, selon certains la plus grande économie du monde, et évidemment avec un intérêt profond pour le commerce international, a un rôle à jouer dans l'Arctique
que cela nous plaise ou non. Mais plus généralement, oui. Il y a des gouvernements occidentaux, certains gouvernements européens, et certains auteurs, commentateurs en Occident, qui reconnaissent et rendent désormais un hommage de façade à l'idée de multipolarité. Je veux dire, Fiona Hill, l'une des architectes ou conseillères de la stratégie de sécurité nationale britannique, a effectivement déclaré à Tallinn, il y a quelques années, que nous devons tenir compte des opinions du reste du monde, et qu'elles comptent désormais bien plus qu'auparavant. Mais en pratique, cela ne se traduit par rien dans la stratégie de sécurité nationale britannique. On parle certes des atouts diplomatiques du Royaume-Uni au sein du Commonwealth, mais en réalité, il n'y a absolument aucune volonté de prendre en considération les véritables opinions des pays du Commonwealth. Et bien sûr, ils le ressentent. Je suppose que c'est un syndrome bien connu. À mesure que la puissance romaine déclinait, les déclarations des auteurs romains sur la suprématie de la culture romaine et sur le fait que les barbares devaient respecter l'autorité impériale et la romanité devenaient de plus en plus stridentes et hystériques. Ainsi, précisément à mesure que notre influence dans le monde diminue, nos revendications sur cette influence et sur sa légitimité morale deviennent de plus en plus extrêmes. J'ai trouvé intéressant que la politique arctique chinoise de 2018, le livre blanc sur l'Arctique, ait qualifié le corridor de transport à travers l'Arctique de route de la soie polaire, car cela semble inclure conceptuellement l'Arctique dans la nouvelle route de la soie plus large, où l'initiative, la ceinture et la route que les Chinois développent. Cela peut, encore une fois, être vu comme un retour à l'ancienne route de la soie. Bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles on l'appelle la mer de Barents, et tout cela, c'est parce que des marins néerlandais ont tenté d'atteindre la Chine par la mer il y a 500 ans. Cela n'a pas fonctionné. Ils se sont retrouvés bloqués. Mais pour faire court, il s'agit d'une toute nouvelle, je suppose, addition à ce projet de route de la soie. Mais il semble que certains des développements récents du côté occidental cherchent à contrebalancer cela. Maintenant, je pense à l'élargissement de l'OTAN en Scandinavie, y compris la Suède et la Finlande. Je ne pense pas que cela visait principalement l'Arctique, mais inévitablement, cela a un impact sur l'Arctique, n'est-ce pas? Avec l'expansion de l'OTAN, et aussi les États-Unis qui développent des bases militaires à travers la Scandinavie, ainsi que les évolutions actuelles des infrastructures permettant de déplacer les troupes plus rapidement vers les frontières russes. Voyez-vous une lecture dramatique ou une grande interprétation de cette nouvelle présence de l'OTAN dans le Grand Nord? Eh bien, je veux dire, la plus grande menace pour la stabilité dans cette région, de loin, récemment, a été la proposition, ou plutôt la revendication, de Trump de prendre le Groenland au Danemark. Je veux dire, cela augmenterait effectivement, eh bien cela augmenterait évidemment considérablement le rôle de l'Amérique dans l'Arctique. Cela causerait aussi d'énormes problèmes avec l'Europe. L'administration Trump semble être restée discrète à ce sujet, relativement discrète. Mais encore une fois, bien sûr, étant donné qu'il y a si peu de personnes au Groenland, 57 000, il ne faudrait qu'un dixième du budget militaire américain pour offrir à chaque homme, femme, enfant et nourrisson du Groenland 2 millions de dollars pour accepter la souveraineté américaine. Je ne pense pas qu'ils le feraient, mais le fait est que la situation serait tout à fait différente s'il y avait une énorme population au Groenland. Mais c'est pas le cas. Je voulais simplement le mentionner parce que, vous savez, cela met en évidence à quel point l'Amérique n'est pas seulement perçue, mais agit comme un facteur de perturbation sur la scène mondiale. On entend tellement parler de cet axe des perturbateurs ou des révisionnistes
ou peu importe, mais il serait difficile de trouver un exemple plus flagrant de révisionnisme qu'une tentative ou une proposition de s'approprier 2,2 millions de kilomètres carrés du territoire de quelqu'un d'autre. Oui, eh bien, mon Dieu, j'aimerais que les Chinois arrêtent de parler de cette route de la soie. J'aimerais qu'ils, tout comme avec ces clichés sans fin venant de l'Occident, comme l'ordre fondé sur des règles, j'aimerais qu'ils se taisent à ce sujet et qu'ils trouvent autre chose à dire. Mais ce que les Chinois essayent de faire, bien sûr, c'est de développer des routes vers l'Europe, qui, malgré ses difficultés économiques, reste l'une des 3 principales métropoles économiques régionales du monde et qui ne nécessite pas une longue traversée maritime de l'océan Indien et de la Méditerranée, ni un contournement de l'Afrique par des mers qui sont essentiellement contrôlées par la marine américaine, ou qui pourraient l'être en cas de guerre. Donc, bien sûr, l'une de ces options est la route terrestre, et il en existe désormais plusieurs variantes. L'autre, c'est ce projet d'augmentation massive du commerce via l'Arctique. Même si, bien sûr, une montée en puissance militaire américaine rendrait, en cas de guerre, cette route pas aussi vulnérable que le passage par le détroit de Malacca et l'océan Indien, mais tout de même vulnérable, même si l'on pourrait compter sur les forces russes pour la défendre. Mais écoutez, soyons honnêtes. Prions pour qu'au final, comme pendant la guerre froide, toute cette démonstration militaire ne soit que du théâtre. Les seules circonstances dans lesquelles les États-Unis commenceraient réellement à couler des navires chinois traversant l'Arctique, ou d'ailleurs à intercepter ou bloquer des navires venant de Chine, pourraient être d'une autre nature. Mais il est certain que, s'il s'agissait d'interdire complètement le commerce maritime chinois, cela n'aurait lieu qu'en temps de guerre. Eh bien, si les deux camps sont assez fous pour se lancer dans une guerre ouverte entre l'Amérique et la Chine, le commerce chinois par l'Arctique deviendrait un problème secondaire, ne serait-ce que parce que, dans de telles circonstances, l'Europe serait probablement contrainte par l'Amérique de cesser tout commerce avec la Chine de toute façon. Mais je veux dire, surtout, c'est quelque chose qui, au mieux, entraînerait l'effondrement total de l'économie mondiale, et au pire, bien sûr, conduirait à un échange nucléaire généralisé et nous tuerait tous. Donc vous savez, une grande partie de tout cela relève du théâtre militaire. Et je dois dire que ce qui compte vraiment, c'est la musique. Depuis de nombreuses années, je suis profondément impressionné par les milieux de la sécurité. Vous savez, parce qu'on parle tellement de la nécessité d'augmenter notre production militaire. Mais ce qu'ils ont toujours su produire de façon fantastique, c'est du papier, des rapports interminables, avec des titres comme la responsabilité de l'Allemagne pour la sécurité de l'Asie centrale ou la contribution de la Belgique à la sécurité indo-pacifique. Vous savez, il y a maintenant une frégate danoise qui suit ce porte-avions britannique dans le Pacifique, parce que les Britanniques n'ont pas assez de navires d'escorte à eux. Eh bien, je suis sûr que cela l'emploie, vous savez. Je n'ai pas étudié la marine danoise, mais dans la marine britannique, dans le service des sous-marins britanniques, il y a 11 amiraux et commodores, ce qui est un peu drôle puisque nous n'avons que 9 sous-marins. Mais mon Dieu, c'est un excellent plan d'emploi. Sinon, vous auriez des officiers de marine impromouvables qui devraient prendre leur retraite avec 2 grades de moins. Et je parierais très gros que ce que produisent 10 sur 11, peut-être 9 sur 11, de ces officiers supérieurs de la marine, c'est du papier. Du papier dont je ne suis pas sûr que quiconque, je ne suis même pas totalement convaincu qu'ils le lisent eux-mêmes. Certaines de ces choses se lisent comme si elles avaient en fait été produites dans les années 1950, puis simplement dotées d'une nouvelle date et d'un nouveau titre.
Quel type de réflexion cela influence-t-il, selon vous, chez les politiciens, notamment à Washington, mais aussi dans les capitales des autres grandes puissances? Beaucoup de gens attribuent la position dominante de l'Occident au début du XVIe siècle, lorsque les puissances occidentales ont commencé à contrôler les mers. D'ailleurs, si l'on regarde la stratégie maritime des États-Unis, la stratégie navale, beaucoup de choses remontent à Alfred Thayer Mahan, qui a souligné l'importance du contrôle des routes maritimes clés. Et depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis contrôlent des points de passage stratégiques et des corridors maritimes essentiels. Désormais, il y a cette route arctique. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de limite à la quantité de trafic qu'elle peut accueillir, évidemment, mais c'est un corridor qui sera plus rapide et moins cher une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Et il pourrait aussi être le seul corridor à échapper totalement au contrôle des États-Unis. Est-ce à ce genre de choses que pensent les politiciens? Mais non, ce n'est pas le cas. L'extrémité de ce corridor passe par le détroit de Bering, qui se trouve entre la Sibérie et l'Alaska, qui est américaine. Et il doit traverser les îles Aléoutiennes, entre les îles Aléoutiennes, dont la plupart, environ les 3/4, sont américaines et abritent des bases américaines. Donc, cela ne fournit pas réellement à la Chine une route à l'abri de la pression américaine. En réalité, en cas de guerre, pour ce qui est de contrôler les voies maritimes océaniques, la marine américaine peut toujours le faire. Et cela ne dépend pas seulement du nombre de porte-avions, mais aussi des bases et des alliés. L'Amérique possède 2-3 grandes bases dans l'océan Indien. Et si l'Inde était également de son côté, elle pourrait contrôler cela. Elle pourrait imposer un blocus à l'ensemble du commerce maritime chinois. D'ailleurs, si l'Amérique le voulait, elle pourrait imposer un blocus à l'ensemble du commerce maritime russe. La marine américaine en a la capacité. Ce que la marine américaine ne peut presque certainement plus faire aujourd'hui, c'est empêcher la Chine de bloquer Taïwan, car c'est trop proche de la Chine. Et les missiles et drones chinois basés à terre détruiraient une flotte américaine trop près des côtes chinoises. Mais le fait est que, si l'on remonte au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les forces navales occidentales étaient tellement supérieures à leurs rivales asiatiques qu'elles pouvaient, et l'ont fait, simplement les anéantir en mer, sans aucun risque pour elles-mêmes. Vous savez, depuis le début, oui, des Portugais écrasant la flotte moghole, telle qu'elle était, jusqu'aux Britanniques détruisant les jonques chinoises lors de la première guerre de l'opium, quand les Britanniques disposaient d'un bateau à vapeur, à aube, armé de canons à longue portée, qui se contentait de naviguer autour des jonques chinoises, incapables de manœuvrer puisqu'elles étaient à voile, et les réduisait en pièces à une distance à laquelle elles ne pouvaient pas riposter. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus du tout la même chose. Vous savez, la Russie possède une flotte de sous-marins nucléaires aussi performante que la nôtre. La Chine, dans ses propres eaux, est désormais probablement immensément supérieure aux États-Unis. Mais aussi, et nous le voyons avec les tentatives de mettre fin au commerce maritime de la Russie, la soi-disant flotte fantôme de navires non russes transportant de l'énergie et des marchandises russes. Jusqu'à présent, ces mesures ont été limitées. Elles se sont limitées à des actions dans nos eaux territoriales. Si ces navires entrent effectivement dans nos eaux territoriales ou tentent d'accoster dans nos ports. Et il y a eu quelques occasions où, dans ce cas, ils ont été saisis. Mais il est proposé, notamment en Suède, dans les États baltes, et par des commentateurs ailleurs, d'aller bien plus loin. Par exemple, dans la Baltique, saisir les navires dans les zones économiques de la Suède et des États baltes. Le fait est que les zones économiques de la Suède et des États baltes
couvre toute la partie centrale de la The Baltique. economic zones of Sweden and the Baltic states cover the entire central Baltic. Now, what that means is you are blockading Ce que cela signifie, c'est que vous imposez un blocus à la Russie, Saint-Pétersbourg et l'enclave russe de Kaliningrad par la mer. Vous imposez en fait un blocus. Or, il ne s'agit pas seulement du fait que la Russie a menacé, dans ce cas, de combattre, de couler des navires suédois ou baltes qui tenteraient de le faire. Mais bien sûr, il y a eu des messages de l'Inde disant « Attendez une seconde ». Puisque beaucoup de ces navires se dirigent vers l'Inde, nous considérerions cela comme de la piraterie en haute mer. Tout comme vous le feriez si nous essayions de faire la même chose à vos navires. Vous voyez donc que le problème est, et c'est là que l'ordre fondé sur des règles devient embrouillé et se contredit lui-même, que nous prétendons être les garants de la libre navigation, du libre commerce sur les mers, de la sécurité en haute mer. free trade on the high seas, security of the high seas, and this has been the moral or legal. Et c'est là tout l'argument moral ou juridique entre l'Amérique et la Grande-Bretagne, qui bombarde les Houthis en mer Rouge et qui s'oppose aux revendications de la Chine en mer de Chine méridionale. Mais en réalité, les Chinois, qui sont aujourd'hui la plus grande puissance commerciale maritime, ont précisément le plus grand intérêt national à maintenir ces routes maritimes ouvertes. C'est nous qui commençons, si l'on veut, à saper tout le fondement de notre prétention à la domination mondiale, au leadership, à l'hégémonie et à la défense de l'ordre fondé sur des règles, en essayant d'imposer notre volonté au commerce international. Comme je l'ai dit, nous pouvions le faire autrefois, lorsque la marine britannique, portugaise ou néerlandaise était incontestée, mais ce n'est plus possible aujourd'hui. D'autant plus que cela risquerait aussi de précipiter notre propre ordre économique dans la ruine. Oui, les discussions ne concernent pas seulement le côté russe, mais aussi la prise de contrôle de pétroliers iraniens, ou les menaces. Je crois que c'était l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, qui avançait l'idée que nous pourrions imposer un blocus à Saint-Pétersbourg. Il y a même des arguments selon lesquels le Danemark devrait commencer à intercepter les navires commerciaux russes. C'est juste, c'est très provocateur. Cela même inscos at Sprothsmels the disco. Je suppose que ma dernière question, si la situation était inversée, si les Chinois saisissaient des navires américains en haute mer, les Américains les couleraient immédiatement. Eh bien, réfléchissez-y. Essayez de faire cela en Baltique, et un sous-marin ou un avion russe coule un destroyer suédois ou danois. Où en seriez-vous alors? Lord Salisbury, le Premier ministre britannique il y a plus de 100 ans, avait l'habitude de dire à ses collègues, lorsqu'il proposait ce genre de choses vis-à-vis d'autres grandes puissances, « Prenez un peu de temps pour réfléchir. Êtes-vous prêt à vous battre pour cette question? Êtes-vous prêt à faire la guerre? Si ce n'est pas le cas, alors ne faites pas les premiers pas dans cette direction. » Eh bien, sur ce point, avez-vous des prévisions ou comment voyez-vous l'évolution de la situation maintenant? Et surtout dans l'Arctique, pensez-vous que cela pourrait s'apaiser une fois la guerre en Ukraine terminée? Ou voyez-vous une voie menant à la confrontation et à la guerre autour de l'Arctique? Je ne vois pas de voie menant à la guerre venant de l'Arctique, car je ne pense pas qu'il y ait là-bas de problème, y compris la question territoriale, qui pousserait des pays à entrer en guerre. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait des îles disputées avec des populations, ou même sans population, dans l'Arctique pour lesquelles quelqu'un serait prêt à se battre, comme c'est le cas par exemple en mer de Chine méridionale. Non. Mais si une guerre éclate ailleurs, alors elle s'étendra inévitablement à l'Arctique. J'espère qu'une fois la guerre en Ukraine terminée, des relations raisonnables seront progressivement rétablies
et que l'on assistera à un retour à l'exceptionnalisme arctique. Mais d'un autre côté, nous n'en savons rien, et peut-être qu'avec un peu de chance, nous l'éviterons. We don't know, and maybe by some miracle we will avoid it. But I'm quite convinced that within. Mais je suis assez convaincu que d'ici au moins quelques générations, certainement d'ici la fin de ce siècle, les effets du changement climatique, y compris ceux qui concernent ou proviennent de l'Arctique, seront devenus tels que, à moins que nous ne nous soyons détruits entre-temps avec des armes nucléaires, il deviendra évident pour tout le monde que ces questions sur lesquelles nous nous sommes disputés sont en réalité non seulement secondaires, mais pratiquement sans importance comparées aux dégâts que le changement climatique a déjà commencé à infliger aux États et aux sociétés du monde entier. Ma crainte, bien sûr, est que cette prise de conscience ne survienne qu'à la suite de catastrophes climatiques considérablement aggravées, et que, lorsque nous en prendrons conscience, il sera trop tard pour agir. Oui, c'est un inconvénient lorsque la compétition entre grandes puissances s'intensifie. On oublie d'autres questions importantes comme le climat. Mais bien sûr, en étant en Scandinavie, j'ai aussi tendance à m'inquiéter de la militarisation de toute la région. Il semble que nous nous préparions à devenir une ligne de front dans l'Arctique, ce qui remet en cause toute la période où la région était une zone de paix. Mais la principale préoccupation, c'est probablement que nous ignorons désormais tout ce qui concerne le changement climatique. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je recommande vraiment cet article. Je pense que tout le monde devrait s'intéresser à l'Arctique. C'est une région en pleine mutation, on dirait. Désolé, puis-je juste recommander autre chose, puisque vous êtes là? C'est zut. Où est-ce que c'est passé? Damn it, where's it gone? But I wrote a whole book on the issue of climate. Mais j'ai écrit tout un livre sur la question du changement climatique et de la sécurité, intitulé « Le changement climatique et l'État-nation, l'argument réaliste », publié par Penguin au Royaume-Uni et par OUP aux États-Unis. J'y expose ces arguments selon lesquels le changement climatique constitue la véritable menace pour la sécurité, non seulement pour l'humanité en général, mais aussi pour nos propres pays. Le changement climatique et l'État-nation. Je vais également l'ajouter dans la description. Donc merci encore, merci, au revoir, merci beaucoup Glenn. Et je te verrai dans environ 9 jours. Oh oui, c'est génial. À bientôt, j'ai hâte d'y être. Au revoir.